bascula dans le mélodrame. Elle se réfugia dans les toilettes, le cœur en miettes. C'est là que ses collègues, alertés par ses gémissements, la trouvèrent. La scène était un chef-d'œuvre de slapstick macabre. Son sauvetage fut moins motivé par l'inquiétude que par l'exaspération collective. Chapitre 12. La cruche, l'eau et le vide. L'effondrement de Maeva fut moins métaphorique. Il commença par un pchit. Voulant arroser le yucca du bureau, elle actionna son vaporisateur avec un peu trop d'enthousiasme. Le bouchon sauta, et un litre d'eau se déversa en cascade sur son ordinateur, qui rendit l'âme dans un grésillement tragique. Son monologue intérieur était un poème de Baudelaire, écrit par un adolescent. Elle se voyait en héroïne tragique, bafouée, incomprise. Elle décida d'en finir, de faire un geste fort, un acte qui marquerait les esprits et laverait son honneur. Elle avisa la petite fenêtre des toilettes, celle qui donnait sur une cour intérieure 3 mètres plus bas. C'était parfait. Un saut gracieux, une dernière pirouette avant le néant. Sylvain avait essayé de réussir en jouant un rôle, celui du comique excentrique. Il avait échoué parce que c'était faux. Il ne réussit que lorsqu'il abandonna toute prétention et révéla son vrai moi, un être pathétique, écrasé par une mère omniprésente. Dans ce monde de masques d'entreprise et de postures sociales, la seule chose qui sonnait vraie, la seule chose qui créait une connexion, était l'aveu d'un échec profond et embarrassant. Carole, la directrice, fut intraitable. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, Maeva, ou plutôt le litre. Je vais vous coller un blâme. Son triomphe était un accident, né de la faiblesse même qu'il avait toujours tenté de dissimuler. Il était devenu un héros comique, non pas malgré sa nullité, mais grâce à elle. La salle explosa de rire, un rire cathartique, libérateur. Les gens ne riaient pas de ses blagues, ils riaient de sa douleur, de son humiliation, de sa sincérité désarmante. Et, à l'armée, le jour où le caporal a découvert qu'elle cousait des doublures en pilou dans mes slips pour que j'aie bien chaud, j'ai été la risée de toute la caserne. J'ai vraiment eu envie d'en finir. Les rires se firent plus francs. Et en colo, quand ils ont découvert dans mon courrier qu'elle m'appelait mon petit câlin coin-coin qui a pas peur de manger sous l'eau comme un canard, un premier rire, timide, fusa dans la salle. Au bord des larmes, anéanti, Sylvain laissa tomber son micro. Le personnage de l'humoriste s'effaça. Il n'était plus qu'un comptable de 30 ans, seul sur une scène, face au vide. Et il se mit à parler. Vraiment. En fait, tout a commencé le jour où ma mère a voulu que je porte une cravate pour aller à l'école. En CM2, ils ont essayé de me pendre avec dans les toilettes. Un bruit de verre brisé se fit entendre au fond de la salle. C'était un bide monumental, cosmique. Le silence dans la salle était total, lourd, oppressant. Pas un rire, pas même un tout-sautement. Il continua, sa voix devenant de plus en plus stridente, son sourire de plus en plus crispé. Partie 4, l'effondrement. La tension accumulée au fil des semaines, alimentée par la paranoïa de la fusion et les névroses personnelles de chacun, ne pouvait plus être contenue. Les digues cédèrent. La dernière partie du roman est une chronique de cet effondrement. Une série d'implosions publiques, spectaculaires et profondément humaines. Point elle veut me donner une amende. Et moi je lui fais, je préfère les cacahuètes. Il monta sur la petite scène, ébloui par un unique projecteur. Ses collègues, venus le soutenir, étaient au premier rang. Il se lança dans son sketch, une histoire laborieuse de contractuels et de parc-mètres, tirée mot pour mot du transcript de ses répétitions désastreuses au bureau. En venant ici ce soir, il m'est arrivé une histoire incroyable. Je gare ma voiture au bord du trottoir. Chapitre 11. La scène, le bide et la mort. Pour Sylvain Muller, l'effondrement prit la forme d'une performance publique. Depuis des mois, il nourrissait un rêve secret, devenir humoriste. Il s'était inscrit à une scène ouverte dans un café, théâtre de banlieue, un lieu à l'atmosphère moite sentant la bière tiède et les espoirs déçus. Le monde de l'entreprise n'était pas simplement un asile d'idiots. C'était un échiquier complexe où différents niveaux de jeu coexistaient. Nos protagonistes jouaient aux dames avec des règles qu'ils inventaient au fur et à mesure. Carole, elle, jouait une partie d'échecs en 3 dimensions, avec plusieurs coups d'avance. Cette révélation rendait leur chute à venir non seulement inévitable, mais aussi infiniment plus savoureuse. Cette scène marquait un tournant. Jusqu'à présent, tous les personnages semblaient baignés dans une incompétence universelle et comique. Mais Carol venait de révéler une hiérarchie bien plus subtile.
la hiérarchie de la compétence. Si Jean-Claude et Hervé étaient des exemples d'incompétence comique, Carole faisait preuve d'une compétence stratégique redoutable. Elle comprenait le système, les règles, officielles et officieuses, et surtout la psychologie des gens qui le peuplaient. L'humour, toujours présent, se teinte d'une touche de pathétique, alors que les personnages sont confrontés, sans fort, à l'étendue de leurs propres échecs et de leurs propres ridicules. Carole avait joué un coup de maître. Elle n'avait commis aucun délit. Elle n'avait fait que distiller une fausse information, sachant pertinemment qu'elle serait entendue et utilisée à mauvais escient. Elle avait utilisé l'apparence d'une confidence pour manipuler Pauline, tout en laissant Hervé et Jean-Claude croire qu'ils étaient des acteurs importants du drame. Quelques jours plus tard, la véritable nouvelle tomba. Coliflex annonçait un partenariat stratégique majeur et son action grimpa de 40%. Pauline avait tout perdu. Le concept de délit d'initié, le fait d'utiliser une information privilégiée pour réaliser un profit en bourse, était bien au-delà des compétences d'Hervé. Mais il comprit le message subliminal. Il détenait une information précieuse. En fait, si quelqu'un avait des actions Coliflex, le plus intelligent serait de les vendre maintenant, avant que tout le monde ne soit au courant. Ce serait presque un délit d'initié, bien sûr, si l'information était utilisée, dit-elle avec un clin d'œil appuyé. Pauline, qui avait tout entendu, se précipita à son bureau et vendit en panique le petit portefeuille d'actions Coliflex que son oncle lui avait légué. Au même moment, elle vit Pauline, une employée connue pour ses petites spéculations boursières, passer dans le couloir. Carole haussa légèrement la voix. Carole continua, le regard fixé sur un point lointain. Mais ce que personne ne sait, c'est que l'annonce va faire chuter leurs actions de manière dramatique avant de remonter. C'est une manœuvre complexe. Hervé triompha intérieurement. Il avait réussi. Il était dans la confidence. Hervé, vous aviez raison pour Coliflex. La fusion est imminente. Leur enquête n'était pas une recherche de la vérité, mais une quête de signification. L'alternative, que tout cela ne veuille rien dire, que leur vie ne soit qu'une succession d'événements sans importance, était une perspective bien trop angoissante. Leur échec final ne résiderait pas seulement dans leur méthode grotesque, mais dans leur lecture fondamentalement erronée de la réalité. Chapitre 10. Le délit d'initié pour les nuls. La farce de l'espionnage aurait pu continuer indéfiniment si elle n'avait pas été interrompue par la personne même qui l'espionnait. Carole, la directrice, n'était pas née de la dernière pluie. Elle avait remarqué les chuchotements, les regards fuyants et surtout le petit boîtier blanc scotché sous le bureau de Nancy. Un matin, elle convoqua Hervé. Elle ne mentionna pas le babyphone. À la place, elle adopta un air de confidence, comme si elle s'adressait à un égal. Ils n'étaient pas des espions démasquant un complot, mais des enfants perdus racontant des histoires pour se faire peur dans le noir. Confrontés à des données aléatoires et déconnectées, une lettre belge, une conversation sur la décoration d'intérieur, leur cerveau, affamé de sens dans un environnement professionnel qui en était totalement dépourvu, tissait une grande et excitante conspiration. Ils étaient pathétiques, mais leur stupidité n'était pas sans logique. Ils étaient victimes de ce que les psychologues appellent la fallacie narrative, la tendance humaine à voir des histoires et des intentions là où il n'y a que du hasard et de la banalité. La conversation dériva. Moi, je me sens plus campagne. Une couverture au milieu d'un champ, du Beaujolais, des chips. Un petit pique-nique, ça vous tenterait? Demanda Fred. Pique-nique. Le mot résonna dans le placard à balai. C'est le lieu du rendez-vous secret pour signer les papiers, s'exclama Jean-Claude. Dans le Beaujolais. C'est clair, chuchota Hervé. Elle parle du nouveau PDG belge, le fauve. Si mon homme s'allonge dessus, je rugirais comme un fauve au beau milieu de la savane, continua Nancy. Zébu, Lion. Jean-Claude sortit un petit carnet. Zébu, ZB, U. Zone de bénéfice unifié, Lion. L-I-O-N. Liquidation immédiate par offer de nomination. Tu sais, devant mon canapé, je veux mettre une peau de bête. Du zébu ou du lion. Hervé et Jean-Claude échangèrent un regard entendu, exotique. Un code, forcément. Probablement pour délocalisation. L'opération fut menée avec une incompétence qui frisait le génie comique. Jean-Claude, chargé de la pose du micro, réussit à se coincer la main dans le faux plafond, déclenchant une pluie de poussière et de débris avant de finalement scotcher l'appareil sous le bureau de la directrice marketing. En ce moment, je me sens l'âme exotique, un peu sauvage, disait Nancy. De retour à leur poste d'écoute, un placard à balai, ils allumèrent le récepteur. Le grésillement laissa place à des voix. C'était Nancy et Fred. Chapitre 9. L'espion qui venait du dépôt.
L'enquête d'Hervé